Les chefs de l'expédition grecque, Simos et Protis, vinrent demander l'amitié du roi des Ségobriges, Nan, sur le territoire duquel ils désiraient fonder la ville. Par hasard, ce jour-là, le roi était occupé à préparer le mariage de sa fille Gyptis, que suivant la coutume de sa nation, il se disposait à donner pour épouse, sur le champ, à un gendre choisi pendant le festin. Tous les prétendants invités pour ces noces étaient là. On invite aussi les autres Grecs au banquet. La jeune fille est introduite, et lorsque son père lui ordonne d'offrir l'eau à celui qu'elle a choisi pour mari, négligeant tous les autres, se tournant vers les Grecs, elle offre l'eau à Protis, qui, d'hôte devenu gendre, reçut de son beau-père un territoire pour y fonder une ville. Au début du XIXe siècle, Marseille est une ville grouillante, cosmopolite, labyrinthique, enclavée dans son cercle de collines, ouverte du seul côté de la mer, levée autour de son vieux port qui n'a pratiquement pas changé depuis la fondation de la ville. Elle va prendre conscience qu'il lui faut opérer une des plus grandes mutations de son histoire. Cette mutation passe, comme partout ailleurs au XIXe, par le schéma de la ligne droite comme vecteur de progrès, d'efficacité, de sécurité et d'hygiène. Mais Marseille, dans le même temps qu'elle se modernise en faisant éclater sa vieille coquille, résiste au schéma importé de la ligne droite, l'infléchit, et trouve dans la courbe et le détour une forme plus adaptée à son caractère, à ses mœurs et à son génie propre. Musique et texte de ce film proviennent tous de cette époque pas si lointaine dont nous allons évoquer, le temps de 3 mouvements, la couleur marseillaise. Mosaïque de l'ail, de l'olive, de la fève, de la figue, du raisin, de la cerise, de la nèfle, de l'avellane, de l'amande, de la chichourle, de la zérole, de la sorbe, de l'oignon, de la pomme d'amour, de l'aubergine, du poivron, du concombre, de la pastèque, du melon, du caroube, de la pistache, du piment, de la date, de la banane. Fanfare de la sardine vive, de la brousse du rove et de la betterave de Gardanne. Triomphe de la favouille, de l'oursin, de la clovis, de la moule, de la marluce à la matrasse, de la brandade et la bouillabaisse où se hérisse la rascasse. Marseille au collier d'Agachon, Marseille à la taillole de Cabanon, Eldorado de brunes filles aux hanches de féerie et de sveltes garçons au gosier d'opéra. Fière cité coiffée de tuiles comme d'un rouge bonnet de Phrygie, ville aux balcons et terrasses de Balico où tout rit, tout câligne, tout chante, tout claque, tout craque, tout danse, tout blague. Marseille, splendide caresse entre une mer de lilas et des collines de Farigoule, que garde grandiose une vierge d'or dressée dans une atmosphère de safran. Ô Marseille, salut! L'entrée du port est parfaitement défendue par les feux croisés des forts dont il a déjà été question. Il est bien abrité contre tous les vents. Il peut contenir 800 navires, amarrés le long des quais sur 3 ou 4 rangs, en laissant au milieu du bassin un espace assez grand pour le passage et la manœuvre des vaisseaux qui entrent à pleine voile. Dans ce moment, il doit y avoir 600 bâtiments amarrés, appartenant à des particuliers de toutes les nations. Si Bordeaux est la plus belle ville de France, Marseille est la plus jolie. De la Bourse, le port de Marseille ressemble à un lac rempli de vaisseaux. On ne peut apercevoir la mer. Et dans ce carrefour, au cœur de la ville énorme, on voit, droit devant soi, ce qui n'est vu nulle part. Les bateaux dans les maisons, les voiles au bord des toits, les mâts des navires entre les cheminées, et les pavillons du ciel bleu en signaux de fête aux fenêtres.
Nous sommes au mois de mai. Sur le quai s'épand un parfum pénétrant, délicieux. C'est la Madonna del Carmen, une jolie balancelle de couleur claire qui vient d'arriver de Majorque ou d'Algérie avec un chargement d'oranges. Bientôt, le pont n'est plus qu'un ruissellement de pommes d'or. Le long de la passerelle vont et viennent des porteils portant sur leur tête des corbeilles d'où émergent des pyramides d'oranges. Les Génoises passent avec des attitudes de canéphores, les bras arrondis sur les hanches. Vers le milieu de la journée, tout autour des balancelles flottent des centaines de fruits gâtés, moisis, mais qui par place brillent encore comme des sequins. Et c'est toujours un tableau fort amusant que tous ces gamins du port qui se culbutent dans les barques pour attraper des oranges ou qui essayent de les ramener contre le quai à l'aide de cercles de tonneaux. Les marchandises destinées à la réexportation ou au transit sont déposées dans un entrepôt spécial. L'accès en est difficile, les charrettes ne peuvent y entrer, la marchandise y souffre. C'est un local étroit, sale et délabré, indigne d'une grande cité. On a vu des parties considérables de marchandises y périr par suite de l'humidité des lieux. L'espace y est si rétréci que les travailleurs, entassés les uns sur les autres, ne peuvent sans danger se servir des instruments propres à ouvrir les colis. La circulation est pénible et même périlleuse. Quelquefois, le commerce ne peut y trouver place. La vieille ville, à Marseille, située sur la colline à l'ouest du port, est fort grande, mais l'on n'y va jamais. Marseille a deux sortes de rues, les unes en dos d'âne avec deux ruisseaux et des trottoirs le long des maisons, les autres en général plus étroites, n'ont qu'un ruisseau au milieu et point de trottoir. Ces rues intermédiaires offrent au reste des avantages précieux dans un climat comme celui de Marseille. Les vents impétueux, si désagréables dans la ville neuve, dans celle-ci ne s'y font jamais sentir. Et dans les ardeurs de l'été, on y jouit de l'ombre et de la fraîcheur. D'autant mieux que des eaux saines et abondantes les arrosent et les abreuvent. À chaque pas, grâce au préfet Thibaudeau, l'historien, on y trouve des bornes fontaines et de petites places remplies par le feuillage de 3 ou 4 magnifiques platanes. Cet arbre, à la mode en Grèce, convient fort bien le long des maisons. Nous ne connaissons pas de promenade plus intéressante que cette promenade faite à travers les rues sombres, tortueuses, étranglées qui forment le vieux Marseille. On monte, on descend à chaque pas. Ici, les rues dégringolent, se culbutent dans le plus grand désordre. Là, elles grimpent, semblent s'accrocher les unes aux autres. Toutes se croisent, s'enchevêtrent, s'embrouillent, s'en mêlent et donnent lieu par intervalles à de piquants accidents d'ombre et de lumière. Les rues sont étroites dans cette vieille ville. Et comme elle occupe le sommet et les pentes d'un monticule, il faut sans cesse monter et descendre. Il y a de jolies échappées de vue, soit vers Notre-Dame de la Garde, les soit maisons sur la dessinent mer. dans les ténèbres des détails d'architecture qui feraient la joie d'un Piranèse. Il n'y a vraiment de désagréable que les rues dans le quartier des Moulins et dans la partie qui est au-dessus de la montée des La rue de la Aiguilles. Juiverie, la rue Mais des les maisons de Pénitents ces Bleus, vieux la rue du Petit quartiers, Cimetière, tombant la rue de ruinés, la ne Vieille seront Monnaie. probablement pas Telles sont relevées. les principales ruelles qui environnent l'ancien parvis de Saint-Martin. Ces petites rues sont tout ce qu'on peut rêver de plus sombre, de plus humide et de plus dégradé. Les emplacements, sans doute, se convertiront en place ou en jardin, et peu à peu cette partie de la ville ne sera pas sans agrément.
À la Canebière retentissent toutes les langues, tous les jargons se croisent, tous les idiomes, l'anglais et l'arabe, le danois et le grec, le turc, l'italien, l'espagnol et le chinois. Le nombre des étrangers depuis 30 ans s'est accru d'une manière prodigieuse. En 1866, on recensait 37 322 étrangers. Les Italiens figuraient toujours et de plus en plus dans ce nombre, pour la plus large part. Le nombre des étrangers qui vient d'être recensé en 1882 est actuellement de 66 261. Marseille compte 640 Anglais, Écossais et Irlandais, 204 Américains du Nord et du Sud, 891 Allemands, 409 Autrichiens et Hongrois, 392 Belges, 82 Hollandais, 57 861 Italiens, 1708 Espagnols, 22 Portugais. Faut aller chercher, hein, donnez-moi un paquet. « 2676 Suisses, 158 Russes, 107 Scandinaves, 634 Grecs, 285 Turcs, Égyptiens, etc. 24 Roumains, Serbes, Bulgares et Monténégrins, 8 Chinois ou Japonais, 116 autres étrangers et 44 individus de nationalités inconnues. Marseille est la ville de France où il existe le plus de cultes dissidents. Toutes les religions s'y heurtent, s'y coudoient, et depuis l'époque de la Ligue, on n'a pas à citer un seul exemple d'une personne molestée pour une question de croyance. Chacun croit à sa manière, chacun fréquente son église, chacun pense et agit comme il veut. Le Marseillais a parfaitement compris que la liberté était le droit de faire tout ce qui ne nuisait pas à autrui. C'est à Marseille que je m'arrêtais d'abord. Tous les matins, j'allais prendre les bains de mer au Château Vert et j'apercevais de loin en nageant les îles riantes du Golfe. Tous les jours aussi, je me rencontrais dans la baie azurée avec une jeune fille anglaise dont le corps délié fendait l'eau verte auprès de moi. Cette fille des eaux, qui se nommait Octavie, vint un jour à moi toute glorieuse d'une pêche étrange qu'elle avait faite. Elle tenait dans ses blanches mains un poisson qu'elle me donna. Et d'abord, nous le disons hautement, ce n'est point par l'addition d'un bassin entièrement creusé de main d'homme que le port de Marseille peut acquérir la capacité qui lui manque pour le désencombrer, pour purger un peu ses eaux coupissantes et rendre moins funestes les conséquences d'un incendie. Il faut à l'avenir de Marseille une surface double à celle dont elle jouit aujourd'hui. Et comme il y aurait folie à demander à la terre un bassin de cette étendue, c'est sur la mer que l'habileté de nos ingénieurs saura conquérir la surface d'eau qui nous manque. Monsieur Pascal comprit qu'il s'agissait de créer autre chose qu'un bassin auxiliaire et ne tarda pas à faire adopter l'idée d'un plan d'ensemble comprenant une série de bassins échelonnés le long de la côte, susceptibles d'être exécutés par parties au fur et à mesure des besoins. C'est à lui que revient l'honneur d'avoir imaginé le système de construction qui a été adopté pour la Grande Jetée et qui a fait que cette jetée est devenue un modèle du genre, un modèle classique.
L'originalité du système consiste principalement dans l'emploi de blocs naturels formant le corps général des digues et de blocs artificiels qui sont appliqués à leur revêtement extérieur du côté du large. La jetée de Marseille est la première où ce système a été appliqué sur une grande échelle. Depuis l'entrée du bassin de la Joliette jusqu'au milieu du bassin de l'Estaque, elle s'étend sans solution de continuité, ne formant qu'un léger coude à l'entrée orientale du bassin d'Arinques. La plateforme peut servir de promenoir, et c'est seulement après avoir parcouru ce mur immense qu'on parvient à se rendre compte des nombreuses difficultés qu'il a fallu vaincre avant d'avoir conduit à bien cet admirable travail. Devant soi, la mer. Derrière, les bassins remplis de navires qui se reposent sur leurs ancres. Et l'on foule sous ses pieds cette chaussée de quelques mètres de largeur qui seule sépare le calme de la tempête. Un bassin ne peut donc être vraiment utile que s'il est entouré de très larges quais et s'il est à proximité de gares de chemin de fer et de vastes magasins. La marchandise ne peut plus séjourner longtemps dans un port qui ne doit être aujourd'hui que le trait d'union entre la voie de mer et la voie de fer. Le bassin de la Joliette n'était pas achevé que déjà l'on sentait la nécessité de construire à Marseille des docks analogues à ceux qui existaient en Angleterre et qui rendaient de si grands services à la navigation et au commerce. Talabot, qui venait de créer la grande compagnie de chemin de fer destinée à desservir le bassin de la Méditerranée, avait confié l'étude des docks à l'ingénieur du port, M. Pascal, et à l'ingénieur en chef de la compagnie des chemins de fer, PLM, un de ses camarades des ponts et chaussées, l'ingénieur en chef des places. Des magasins vastes, commodes, construits d'après les plans des magasins du quai de Rive-Neuve ou mieux encore de ceux des docks de Londres et de Liverpool, environneraient les bassins. L'enceinte en serait fermée par de hautes et solides murailles, semblables à celles du Lazaret. Ils présentent aux navires commodité, sûreté, facilité, économie de chargement et déchargement. Ils préviennent des vols et des dégâts qui ont lieu lorsque les quais sont accessibles au public. Les liquides placés dans des caves vastes et commodes. Les marchandises déposées dans des magasins construits avec habileté et intelligence sont beaucoup mieux soignées que dans des magasins et les caves des particuliers. Précision, sécurité, promptitude et bon marché, tels sont les résultats de ce système de manutention et de stationnement de la marchandise, qui a pour base sa concentration intelligente et pour moyen la simplification des procédés mécaniques de la circulation entre la rive et la mer.
Les chemins de fer terminés en Occident, le passage par la mer Rouge ouverte en Orient, les distances s'effacent, disparaissent. De toutes les voies de fer dont la France est actuellement dotée, celle qui relie Marseille à Lyon est, sans contredit, l'une des plus remarquables, autant par l'exécution des travaux que par l'importance commerciale qu'elle est appelée à prendre dans un avenir prochain. Certainement, messieurs, chacun de nous a parcouru les ruelles, les impasses et les boyaux qui constituent cette tâche au milieu de la ville. Je ne vous apprendrai donc rien en vous dépeignant l'impression pénible qui se dégage de cet entassement informe de vieilles maisons dans lesquelles l'air et le jour ne pénètrent presque pas et où le soleil ne projette jamais ses rayons vivifiants. Avec notre projet, nous détruisons 500 maisons incommodes, humides, insalubres, entassés sur des rues qui manquent de lumière et d'air. Les grands travaux du port n'auraient pu avoir d'utilité pratique si la ville n'avait en même temps transformé ses vieux quartiers pour y ouvrir des voies de communication faciles. Les bassins, situés loin du mouvement des affaires et séparés du centre de Marseille par de véritables collines, ont dû être reliés aux quartiers commerçants par de nouvelles avenues. Il a fallu raser les monticules les plus gênants, démolir les maisons qu'ils portaient, changer complètement l'ancien relief du terrain. Détruisons et nous édifierons, disent ces avides agioteurs du Nord, qui ne connaissant rien de nos plaisirs, de nos besoins, de notre climat, veulent nous imposer leurs idées pour amasser des millions. Ils détruisent. Mais qu'est-ce qu'ils édifient? Ils raseront la montagne au nord de notre vieux port, cette barrière naturelle qui nous garantit du vent du nord-ouest. Et cette barrière abattue, toute la plaine au nord de Marseille sera plus maltraitée par le Mistral que ne le sont les déserts de l'Acro d'Arles. L'ouverture de la rue Impériale et l'exécution d'autres grands travaux projetés devant amener dans un délai très prochain le déplacement d'une population considérable, il est devenu nécessaire et urgent de faciliter autant que possible l'établissement de quartiers. À cet effet, la ville a le devoir d'encourager en les dirigeant les entreprises ayant pour but le morcellement des propriétés rurales situées à proximité de la ville. Ce but ne peut être atteint évidemment que si sur l'emplacement des rues actuelles, capricieusement et irrégulièrement tracées du quartier dont il s'agit, on ouvre de larges voies, droites et convenablement disposées, pour relier entre elles les diverses parties de la ville. Les quartiers neufs sont plus beaux dans l'ensemble que dans le détail. On est frappé de la grandeur et de l'alignement des rues, de l'élégance et de la régularité des maisons, de la variété et de l'agrément des promenades. Mais on n'y voit pas de grands édifices ni de monuments remarquables.
Dans une ville où des rues droites et spacieuses sont symétriquement percées, où le goût des constructions est généralement répandu, où l'œil est flatté par une multitude de nouvelles constructions élégantes et gracieuses, nous avons pensé qu'une notice sur la qualité des matériaux, leur mode d'emploi, leur prix serait favorablement accueillie. C'est l'objet du travail que nous présentons, où nous traiterons successivement toutes les questions qui intéressent les constructions. La dite maison aura deux façades, l'une visant à nord sur la rue et l'autre à midi sur un jardin faisant partie du même terrain. La façade à nord, sur la rue, sera élevée de 3 étages sur rez-de-chaussée et cave. Elle sera percée de 3 larmiers pour éclairer les caves, d'une porte d'entrée et de 2 croisées à rez-de-chaussée, et de 3 croisées à chacun des étages. Cette façade sera décorée de 3 cordons avec moulure et couronnée par une corniche à plusieurs membres de moulure avec modillons, le tout en pierre de taille d'Arles. La fermeture des fenêtres sera à 2 battants, de la grandeur et de la largeur des ouvertures indiquées au plan. Les châssis seront sur dormants en bois de chêne avec pièces d'appui, jets d'eau et petits bois aussi en chêne. La façade qui visera à midi sur le jardin sera élevée de 2 étages seulement sur rez-de-chaussée et surmontée d'une terrasse sur toit avec garde-fous en fer. Cette façade sera percée de 3 ouvertures à chaque étage et construite en maçonnerie ordinaire avec les encadrements de portes et fenêtres en pierre de taille. Dans la saison chaude, la porte de la rue reste entr'ouverte, ce qui établit un courant d'air charmant avec le jardin, et en même temps, on a de l'obscurité. Les portes d'entrée des maisons me rappellent celles de Londres. Elles sont petites, en joli bois ciré, garnies de serrures et de petits marteaux de laiton bien propres, élevées de 2 marches sur le trottoir, lequel est séparé de la rue par un petit ruisseau d'eau claire, coulant fort vite, car toutes les rues sont en pente. Comme je l'ai déjà dit, cette cité est réellement remarquable par l'ensemble de ses édifices, mais elle compte peu de monuments. Quoiqu'étant en réalité une des plus belles villes que nous connaissions, Marseille ne possède aucun monument, aucun absolument. L'avènement de Napoléon III, en ouvrant à la France une ère de gloire et de prospérité, aura valu, à Marseille surtout, l'accomplissement des grands ouvrages que notre cité rêvait depuis si longtemps. Quelques années encore, et cette belle ville où l'on ne voyait rien de beau, selon la railleuse expression d'un académicien, pourra montrer avec fierté des édifices dignes d'elle et de l'importance que lui promet l'avenir.
La première fois que je suis arrivé à Marseille, c'était par un matin de novembre. Le soleil brillait sur la mer. Elle était plate comme un miroir, tout azurée, étincelante. Nous étions au haut de la côte qui domine la ville du côté d'Aix. Je venais de me réveiller. Je suis descendu de voiture pour respirer plus à l'aise et me dégourdir les jambes. C'était une volupté virile, comme je n'en ai plus retrouvé depuis. Comme je me suis senti pris d'amour pour cette mer antique dont j'avais tant rêvé. Quand j'y fus, c'était le soir, au soleil couchant. Il y avait peu de monde. J'avais toute la mer pour moi. Le grand calme qu'il faisait est des plus agréables pour nager. Et le flot vous berce, tout doucement, avec un grand charme. Quelquefois, j'écartais les 4 membres et je restais suspendu sur l'eau, sans rien faire, regardant le fond de la mer, tout tapissé de varechs, d'herbes vertes qui se remuent lentement, suivant le roulis qui les agite lentement comme une brise. Le soleil n'avait plus de rayons, et son grand disque rouge s'enfonçait sous l'horizon des flots, leur donnant des teintes roses et rouges pourpres. Dans ce paysage si mesuré, si heureux, où les collines ont le rythme antique des nymphes qui dansent avec les faunes, l'immense tunnel d'eau introduit la volonté des dieux, la force intelligente. Arrivé au ruisseau de la Gavotte, la branche mère du canal se divise en 2 branches secondaires, dont l'une, après 500 mètres environ de développement, se partage à son tour en 2 nouvelles dérivations, dites de Saint-André et de Saint-Louis. En aval de cette prise, la branche principale continue à porter les eaux de la Durance vers le village de Château-Gombert, entre sur le territoire de la commune d'Allot, se partage en 3 dérivations, dont l'une se dirige vers Saint-Barnabé, l'autre vers les Camoins, et la dernière passe au village de la Valentine et traverse la rivière de l'Uvonne pour se jeter à la mer vers Montredon, après avoir suivi les coteaux de Saint-Marcel, de Saint-Loup, de Sainte-Marguerite et les plaines sablonneuses du château, dit du roi d'Espagne. Les avantages que notre ville attend particulièrement de la construction de son canal sont nombreux. L'agriculture, l'industrie, le commerce, l'hygiène publique en auront une large part et nos neveux ne manqueront pas d'hériter de notre reconnaissance envers les 2 hommes qui l'ont conçu et mené à bonne fin, messieurs de Montricher et Consolat.
Voilà 10 ans que la Durance a pris possession du lit que M. de Montricher lui a creusé sur les flancs escarpés des collines. Et dans ce court espace de temps, quelle transformation de territoire et quel accroissement de valeur. Aux abords de la ville, que d'usines de toute espèce, tanneries, minoteries, raffineries, huileries dont l'eau est le moteur ou l'élément indispensable, doivent l'existence à ce canal qu'on disait inutile. Et ce n'est pas le mouvement des marchandises dans nos ports ou dans nos gares qui peut exactement donner la mesure de la prospérité ou de la décadence de notre ville. Il faudrait pouvoir mesurer la somme de travail et le profit que chaque tonne de marchandises qui sort laisse à notre population. C'est que Marseille, de plus en plus gênée dans ses relations extérieures et dans son commerce d'échange, est devenue une ville d'industrie. Elle n'est plus seulement un entrepôt et un point de grand transit, mais un centre manufacturier très important. Cette ville est donc à la fois commerçante et industrieuse. L'huile d'olive s'y transforme en savon renommé dans toutes les contrées du monde civilisé. Le sucre s'y raffine pour alimenter non seulement les grands entrepôts de l'Europe, mais encore ceux de l'Amérique et des colonies qui le lui ont expédié à l'état de Vesoul, de Moscouade ou de sucre passé. Les métaux que l'on arrache aux terres privilégiées de l'île d'Elbe, de la Corse, de l'Afrique, de l'Espagne, de la Russie, des Indes et de l'Amérique s'y fondent, s'y travaillent, s'y affinent et s'y purifient avec avantage. La soude artificielle qui s'y fabrique en abondance lutte avantageusement contre les soudes naturelles de Tunis, de l'Espagne, de la Sicile et de la Sardaigne. La stéarine, l'amidon, tous les produits chimiques y sont fabriqués pour être réexportés. Les marbres et les bois étrangers y sont mécaniquement coupés, débités, sciés, tournés pour être ensuite vendus à la France et à l'Europe. Prenez un terrain quelconque, assez vaste pour cette destination, entourez-le de constructions légères, juste suffisantes pour préserver des intempéries, divisez-les en cases reliées par des balcons en bois avec escalier unique. Là vivent, resserrées dans 2 ou 3 pièces, des familles parfois nombreuses appartenant à la classe la moins fortunée du monde des travailleurs. L'une des pièces ouvrant sur un passage à usage commun ou balcon, et servant à la fois de cuisine, d'échoppe et de salle commune, l'autre où la famille s'entasse pour la nuit.
Parfois, un acacia montre son feuillage par-dessus un mur. C'est un jardinier qui fait une tache verte entre deux façades. La plupart des maisons s'ouvrent d'ailleurs par derrière sur de petits coins de verdure d'où s'échappent au printemps des haleines embaumées, de tièdes et bonnes odeurs. Beaucoup de maisons ont de petits jardins où il y a de forts grands arbres ou au moins la vue de ces jardins. Les îles de maisons ont la forme d'une carte à jouer ou d'un carré et le centre est resté en jardin. Il est même des morceaux de rue qui ne sont formés que par des murs de jardins pleins d'arbres, parmi lesquels on est tout surpris de rencontrer de superbes figuiers. La cathédrale se trouve sur la plus déserte et la plus ensoleillée des places. Tout est mort ici. Centre de transbordement pour une marchandise insaisissable et impénétrable, l'édifice désert se trouve entre le môle et les entrepôts. Presque 40 ans on y a travaillé. Cependant, lorsqu'en 93 tout fut terminé, la situation et l'époque de ce monument s'étaient victorieusement liguées contre les architectes et les maîtres d'œuvre, et les riches moyens du clergé avaient donné naissance à une gare géante qui ne put jamais être livrée au trafic. C'est une époque bien remarquable pour une cité populeuse que celle où elle prend place au rang des villes de premier ordre. Une activité extraordinaire l'anime tout à coup. Ses rues, ses places publiques ne suffisent plus aux habitudes nouvelles de ses habitants. Elle déborde dans les plaines voisines pour aller y chercher de l'air, de l'espace et de larges développements. La ville primitive demeure toujours le centre des affaires, mais c'est dans les faubourgs que l'homme riche et le monde élégant va fixer sa demeure et ses affections de famille. Deux influences rivales se disputent ici la vie des hommes, deux influences qui n'exercent un pareil empire dans aucune autre ville du Midi. Il s'agit d'une lutte constante entre les affaires et les plaisirs. Aujourd'hui, nous sommes également partout, à la bourse, dans la rue, sur la place publique, au café, à la brasserie, au cercle, excepté dans notre intérieur. Le soir même, nous ne pouvons nous empêcher de déserter le logis. Nous n'y faisons que passer, tout comme le jour. Il semble, pour employer une locution d'une couleur bien marseillaise, que la maison va nous tomber dessus. La plupart des affaires se font dans les cafés. On se voit au café et l'on va parler affaires en se promenant à l'ombre, dans la rue.
Le négociant marié, même, déserte volontiers la maison pour aller passer sa soirée et au besoin une partie de la nuit au cercle. Il y est à son aise, il y fume, il y crache, il y bavarde, il y discute et il y joue. Mais on doit lui rendre cette justice. Il ne manque jamais le matin de paraître à son comptoir et de vaquer à ses affaires. N'oublions pas une troisième ville qu'on peut appeler la ville de la campagne. En aucun lieu du monde on ne voit une si nombreuse agglomération de maisons de plaisance. Chaque citoyen possède son arpent de terre au soleil, c'est l'Éden de son dimanche, la passion de la Bastide est innée chez le Marseillais. À Marseille, celui qui peut se procurer une Bastide croit avoir atteint le plus haut degré de bonheur. Les dimanches, dans la belle saison, la ville est déserte. Toute la population se porte à la campagne pour s'y livrer en toute liberté à une joie bruyante. C'est que chaque habitant de Marseille possède sa Bastide. Beaucoup n'ont pas une maison de ville qui ont une maison des champs. Il y en a bien 5 à 6 000 dans les environs de Marseille. De tous côtés, on voit ces petites maisons d'une blancheur éclatante se détachant sur la verdeur pâle des oliviers. L'été, la moitié de la ville part pour la campagne. À cette heure, négociants, courtiers, industriels, caissiers, teneurs de livres ont habituellement terminé leur besogne et la plupart vont coucher à la Bastide ou au cabanon. Ils reviennent le lendemain matin par les tramways ou les omnibus de 8 heures et c'est ce qu'ils appellent passer l'été à la campagne. Je vais à Saint-Just malgré la pluie. Charmante Bastide. Elles ont des arbres maintenant. Chacune n'est qu'à 200 pas de la voisine. On peut toujours appeler le voisin. Mais le chemin a l'air d'une ronde de prison. On voyage entre deux murs de 8 à 9 pieds de haut. Je jouis de la vue parce que j'ai pris l'omnibus. En cabriolet, je n'aurais vu que les murs. Le beau-père n'a point de château, mais une simple maison de campagne située au pied d'une de nos collines. Cette Bastide est une Bastide. 4 murailles de cailloux revêtues d'un ciment jaunâtre, couvertes de tuiles creuses d'un beau rouge. Les toits plient sous le poids de cette briqueterie. Les fenêtres, percées au travers sans aucune symétrie, ont des volets énormes peints en jaune. La tournure domaniale de cette Bastide vient d'une grille, à l'entrée, sur le chemin. On a longtemps pleuré pour avoir cette grille. Elle est si maigre qu'elle m'a rappelé la sœur Angélique. J'ai consenti gracieusement à devenir Madame de l'Estorade, à me laisser doter de 250 000 livres, mais à la condition expresse d'être maîtresse d'arranger la Bastide et d'y faire un parc. Dans un mois, je serai Madame de l'Estorade, car j'ai plu, ma chère. L'uniformité de mes jours à venir sera variée par les humbles plaisirs de la campagne.
Je continuerai l'oasis de la vallée de Gémenos autour de ma maison, qui sera majestueusement ombragée de beaux arbres. J'aurai des gazons toujours verts en Provence. Je ferai monter mon parc jusque sur la colline. Je placerai sur le point le plus élevé quelques jolis kiosques, d'où mes yeux pourront voir peut-être la brillante Méditerranée. L'oranger, le citronnier, les plus riches productions de la botanique embelliront ma retraite, et j'y serai mère de famille. Nous nous intéresserons beaucoup aux vers à soie, pour lesquels nous aurons des feuilles de mûrier à revendre. Aujourd'hui, le canal de la Durance, avec ses 1000 saignées d'irrigation, a complètement changé l'aspect de cette ville de la campagne. Sur 15 000 bastides comptées par nos pères, les 2 tiers au plus ne connaissaient les arbres et la verdure que par réputation. Les enfants s'abritaient de la chaleur à l'ombre des cannes paternelles. On buvait de l'eau de citerne dans une plaine hydrophobe. Maintenant, la verdure et les arbres sont partout. Il y a même trop d'ombre. Les anciens fervents, et j'appartiens à cette secte d'Inca, soutiennent que les arbres ont le tort de cacher le soleil. Si la végétation devient trop exubérante, on arrivera donc au déboisement partiel. Le canal abuse de sa fécondité. Dans toutes les bastides de Marseille, il y a un poste. Un poste est un cabanon recouvert de feuillage et percé de meurtrières. Le chasseur va s'y installer avant le lever du soleil. C'est là que, son fusil à la main et muni de la patience de Job, il attend les grives, les pigeons, les chastres et les darnagas. Souvent, les grands pins manquent autour des postes. Point de bon poste sans pin. On achète alors de vieux pins dans le voisinage et on les transplante. Mais le pin est un arbre capricieux. Il ne prend racine que sur le terrain qu'il a choisi lui-même. Comme auxiliaire des pins, le chasseur marseillais a inventé le cimo. Je me rappellerai toujours la stupéfaction d'Alexandre Dumas lorsqu'il aperçut un cimo pour la première fois. Mais comme la grive, le merle, l'ortolan, le bec-figue ou le rouge-gorge n'auraient aucun motif pour venir se poser de leur propre mouvement sur les pins où ils sont attendus, le chasseur marseillais se fait en général suivre par un gamin qui porte plusieurs cages dans chacune desquelles est enfermé un oiseau du genre de ceux que nous avons nommés. Les cages sont suspendues dans les branches basses des pins. Les oiseaux prisonniers pipent les oiseaux libres. Le chasseur marseillais reste ainsi dans sa hutte 6 ou 8 heures, c'est-à-dire de 4 heures du matin jusqu'à midi. Il y a même des enragés qui emportent leur déjeuner, leur dîner, et qui ne rentrent que le soir dans leur bastide, juste pour faire leur partie de loto. Le loto termine merveilleusement une journée commencée par la chasse au poste. La ville fut désertée. Tous ceux qui purent prendre la fuite se sauvèrent. Les campagnes environnantes s'emplirent de fuyards. Les gens riches, ceux qui avaient des propriétés ou qui pouvaient en louer une, furent les premiers à s'éloigner. La famille se réfugia au quartier de Saint-Just, dans une bastide qu'elle loua et qui était voisine de l'ancienne maison de campagne des Caillols. Une bonne et douce vie commença. Pendant qu'un fléau frappait et épouvantait la ville, les habitants de la petite bastide du quartier de Saint-Just goûtaient des journées heureuses, d'une tranquillité charmante. L'ouvrier qui n'est pas assez riche pour se donner 4 murailles ornées d'un toit à tuiles rouges et de 4 pins à cigales se donne le cabanon. Ce cabanon est à moi, pensée enivrante qui change le désert en oasis et la pierre en velours. Le cabanon est un petit abri en planche ou en maçonnerie légère, entouré de quelques mètres de terrain dénudé sur les collines qui environnent la ville et d'où l'on a vue sur la mer. C'est là que les portefaix aiment à prendre leur repas en famille, les dimanches et jours de fête, après les parties de chasse ou de pêche auxquelles ils se livrent avec passion.
Quand avem preso dejunat ciampetre per l'udinapre badan l'uffico se fa beuten segon lo barometre l'on va pescavo se tiro l'otto tu giochi carto ben tu giochi boccio tata sin sofa giga l'ufficio les jamais de gulle man in boccio s'amusam ben tu giù au cavano. Impossible d'exprimer la beauté de cet azur illimité qui s'étale de tous côtés à perte de vue. Quel contraste avec le dangereux et lugubre océan. Cette mer est une belle fille heureuse dans sa robe de soie lustrée toute neuve. Du bleu, et encore du bleu rayonnant, jusqu'au bout, jusqu'au fond. L'horizon manque. Par contraste, la longue bande de roches du Lazaret, le château d'If, sont d'une blancheur délicieuse. Blanc et bleu, c'est la couleur des vierges. Comment faire comprendre une couleur ? Comment, avec des mots, montrer que ce blanc, ce bleu sont divins par eux-mêmes? Rien d'autre chose dans tout le paysage. La nature se réduit à cela. Une coupe de marbre blanc et de l'azur dedans. Et de là-haut, Marseille est nue. Le Mistral lui arrache tous ses vêtements et la nudité révèle la splendeur de la ville. Les monuments, les trésors de l'art, les œuvres dorées de Néron ne sont pas tout. Il faut voir aussi les villes nues et les comparer entre elles. Ni marbre, ni bronze, ni église sublime, ni palais illustre, la beauté de Marseille est faite de sa vie seule. Elle s'offre aux yeux dans son plan et sa géométrie. Elle est couchée sur le dos. Ses deux cuisses sont levées, les pieds forts et solides sur la terre, au sud de la Corniche jusqu'à Montredon. Au nord, la Joliette jusqu'à Berre. Sur le genou droit, les Accoules. Notre-Dame de la Garde sur le gauche. Et le sexe de cette Circé puissante, long et du plus fier des saints, s'ouvre par le vieux port. Les mâts sont dans la ville. Les bateaux mouillent au milieu des rues pleines d'hommes. La tête on ne sait où, dans l'oreiller d'Aix peut-être, contre le mur de la Sainte-Victoire. Et la mer en toutes ses écailles qui tremblent, la mer est la grande dorade, toute d'argent au reflet de cristal indigo, avec son bandeau d'or sur le front, sa belle boucle de laque noire et le liquide vermillon du sang à Louis, où trempent aussi des feuilles d'or.